Coco. Estamos en Cuculandia. Internet, c'est... Bien, alors, nous sommes, il ne faut pas que je dise alors, nous sommes le 2 juillet. Philippe est derrière la caméra comme d'habitude. On est au studio comme d'habitude avec toi, Simon, puisque voilà plusieurs fois que tu viens. Je disais à l'instant que tu étais notre chroniqueur secret de l'écologie à Bergerac. On est bien content que tu sois là parce que, en effet, cette voie écologique est toujours un peu bizarre puisque tu es un militant. On peut commencer comme ça. Tu es un militant, mais un militant à la fois professionnel, de par ton métier de prof de fac, où tu t'occupais de ces histoires, et maintenant que tu es à la retraite, et ben, en fait, tu continues comme militant personnel. Voilà. Et je continue à mener une réflexion. Hein. Je suis aussi un intellectuel. Hein. Voilà, je revendique. Et d'ailleurs, j'ai devant moi 2 articles que tu as publiés dans la revue sur Internet qui s'appelle Reporter, TE2RE, dont tu viens de me dire que Hervé Kempf, le chroniqueur écologiste du Monde, était un peu le patron. Et donc tu publies là-dessus 2 articles en tout cas récents, un de février et un de juin de cette année. Et moi, j'ai lu ça avec intérêt parce que, au fond, c'est pour ça que je parle de militants. C'est que d'un côté, tu as un côté très radical. Par exemple, on va en parler. Tu dis développement durable et croissance verte sont des termes qui ne signifient pas grand-chose, voire le contraire de ce qu'ils prétendent signifier. Mais d'autre part, tu es aussi un militant au sens pratique de ce terme parce que, au-delà du radicalisme, enfin du rejet et du contre, ben, tu rappelles aussi qu'il y a des solutions possibles et qui ne sont pas du tout hors de portée. Non. Et donc tu te réclames d'un certain empirisme, enfin. Hein, voilà, tout à fait, un certain pragmatisme. Voilà, un pragmatisme. Voilà. Alors, on va peut-être commencer comme ça. Je disais qu'on va avoir en gros 2 parties. On va commencer donc par cette verte critique de la croissance verte et du développement durable. Et puis ensuite, on passera peut-être à des applications locales, puisque la Dordogne est concernée par, comme toute la France, bien sûr. Et on est concerné, la Dordogne et la région d'Aquitaine est concernée par ces projets dont tu discutes beaucoup, l'application, la réalisation, etc. Et puis, ma foi, pendant ce temps-là, moi, je te poserai sur d'autres questions. Okay. Alors, donc, on va peut-être commencer par croissance verte, qui est peut-être le mot le plus oxymorique, puisque c'est le mot que tu emploies. Oui, c'est... la contradiction dans les termes de la croissance verte. Ça fait penser au cercle carré. Oui, c'est ça. Alors, je parle d'obscure clarté de la croissance verte. C'est aujourd'hui, même les gouvernements, concernant la question écologique, sont pris dans des contradictions. C'est-à-dire que les anciennes représentations héritées des 30 Glorieuses continuent à être opérationnelles. Donc, il s'agit à tout prix de trouver une formule qui concilie des choses à l'évidence contradictoires. Contradictoires pourquoi ? Il faut rappeler que nous vivons dans un monde fini, comme Valérie le disait. Oui, comme disait Valérie, et c'est un monde fini à tout point de vue. Compte tenu qu'on a un système technico-économique grand consommateur de ressources naturelles, d'espace et qui produit suite à cette consommation des pollutions, des déchets, etc. Et la planète, elle a des limites. Elle a des limites. Donc tu penses que tout ce discours sur la croissance verte et un développement durable, finalement, ça ne change rien au fond de l'affaire qui est... Non, la contradiction, elle est toujours opérationnelle, elle est là à travers tous les dossiers,
et tout simplement. C'est-à-dire le capitalisme, l'industrialisation des profits. C'est-à-dire que c'est les formes capitalistes de ce que j'appellerais moi le système technicien, où il y a des logiques techniciennes mais qui sont combinées avec des logiques financières, etc., mais qui reposent toutes sur la même croyance, je veux dire, de l'expansion illimitée de nos moyens, économiques, techniques, etc. Mais dis-moi, quand même, on entend beaucoup de choses, peut-être des discours contradictoires, mais aussi des discours bien intentionnés, je suppose. Ah oui, derrière croissance verte et développement durable, il y a tout de même un vrai souci, un vrai respect. Enfin, c'est un mot qu'on entend partout, le respect de la nature. Il faut non, mais les gens qui utilisent ce terme sont de bonne foi. Souvent, attention, il faut pas. Il y en a qui sont pas très de bonne foi, mais il y en a qui sont parfaitement de bonne foi. Et il faut se référer à des exemples tout à fait concrets. Aujourd'hui, l'illustration de la croissance verte, c'est des mesures, c'est un ensemble de mesures économiques, techniques, etc., des contraintes environnementales qui sont imposées aux opérateurs, aux chefs d'entreprise, enfin, pour tous les projets d'aménagement ayant un impact sur l'environnement. Il y a des contraintes techniques, mais le projet a sa logique et il a forcément une empreinte écologique. Bien sûr. On peut essayer de la réduire par tous les moyens, mais elle sera là. L'exemple type, c'est l'autoroute A65 entre Langon et Pau. Dont on sait que c'est un grand projet inutile et non rentable. Ça fait partie des choses repoussées en 2030 non, c'est déjà réalisé. C'est déjà réalisé et donc la croissance verte, ici c'est le président du conseil régional, notre cher Rousset, qui utilise l'expression d'autoroute verte. Pourquoi c'est pas c'est une autoroute verte? Parce qu'elle est peinte en vert. Parce que maintenant, à la destruction des milieux, etc., surtout que dans certains cas, c'est même des zones protégées Natura 2000 qui sont détruites. Alors, on utilise, maintenant, c'est prévu par la loi, il y a des compensations. Voilà, parce que tu as prononcé le mot d'impact qui est un mot des années 70. Les études d'impact, c'était une loi de 76, je crois. C'est ça, oui. Alors c'est vrai que cette étude d'impact se faisait très en aval des projets, qui était largement une espèce de déguisement, de masquage. De légitimation écologique du projet. C'était dans l'après-coup, c'était et on pouvait guère changer. Mais alors je vais peut-être me faire l'avocat du diable, de Monsieur Rousset, mais c'est là pour ça. On est passé de l'impact au risque, qui est tout à fait autre chose, qui lui essaye justement de répondre à l'irréversibilité des projets. On a beau parler d'impact, mais ils sont irréversibles. Évidemment, le grand exemple, c'est celui de l'amiante. Et à partir de cet élargissement, de cette toute petite, minuscule notion d'impact à celle de risque, qui est beaucoup plus importante, on est passé enfin à la précaution, c'est-à-dire à ce que tu appelles maintenant les études de compensation qui viennent essayer de tenir compte de ce dont on ne peut pas tenir compte. Alors comment ça se passe concrètement? Concrètement, ça se passe, c'est que tout simplement l'opérateur, l'aménageur achète des espaces naturels pour compenser ce qu'il a détruit. Mais le problème, c'est qu'il faudrait qu'il achète des espaces déjà bétonnés pour les renaturaliser. Voilà, c'est ce que tu dis dans un article. Il achète des espaces déjà toujours naturels. Transformer un parking en étang pour battre à cire. Voilà, alors l'exemple, c'est que l'autoroute A65 a consommé 2000 hectares. Artificialisés. Les projets de LGV de ligne à grande vitesse. C'est ça qui est reporté. Oui, c'est ça. Bordeaux, Hendaye et Bordeaux, Toulouse, sans qu'on soit tout à fait certain. Il n'y a pas de décision officielle. Bien sûr. Mais là, c'est 6000 hectares. D'accord. Je veux dire, et bien entendu. Donc la compensation est censée. Donc 2000 pour 2000 et 6000 pour 6000. Oui, mais avec l'achat de terrains déjà, je veux dire, qui appartiennent à la nature, de bois, de marais, de tout ce que tu veux.
Et parce que l'artificialisation des sols, le bétonnage, hein, c'est 60 000 hectares chaque année. Attends, mais en quoi consiste exactement la compensation? La compensation, je fais une autoroute de 2000 hectares. Tu détruis tant d'hectares, en particulier de zones d'intérêt écologique. Ouais. Il faut que tu achètes tant d'autres hectares ailleurs. Oui. Je veux dire, hors emprise, des propriétés qui ne demandent qu'à être achetées et qui ne sont pas... Et je m'engage à quoi en faisant cet achat? Avec des aménagements écologiques, on peut transformer même en zone humide, en inondant. C'est le cas de l'aéroport de Nantes, là, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Mais je veux dire, statistiquement, ça ne résout aucun problème. Et ça résoudrait un problème si effectivement... on naturalisait 6000 hectares de béton. Et voilà, si Vinci avait acheté les parkings... un certain nombre de parkings d'Auchan. D'accord, il me semble que tu cites un exemple à Bordeaux-Lac qui a... oui, mais là, il n'y a rien à dire. C'est des espaces déjà artificialisés. Donc, il s'agit d'installer du photovoltaïque. D'accord. Donc là, il n'y a rien à dire. Okay. C'est déjà artificialisé. D'accord. On ne va pas faire dans l'intégrisme écologique, etc., en demandant la destruction. Nous, on est contre l'installation de photovoltaïque sur des espaces naturels ou des terres agricoles, dont on aura toujours besoin un jour. La solution compensatoire, disons, bien qu'elle ait en effet la faiblesse que tu viens d'indiquer, est-ce que c'est pas un signe de moindre mal, oui, mais c'est toute la philosophie du développement durable et de la croissance verte. C'est le choix du moindre mal. D'accord. Mais on ne s'attaque pas au caractère irréductiblement conflictuel de la situation. C'est-à-dire que c'est pas à la hauteur. C'est pas à la hauteur de la gravité de la situation. Qu'est-ce qu'il manquerait? Qu'est-ce qu'il manque à ces projets? Il faut, au lieu d'utiliser, moi c'est ce que j'ai écrit dans mes bouquins. Tu nous as dit donc naturaliser l'artifice déjà existant, enfin les terres artificialisées déjà existantes. Bon, ça fait partie d'une solution effectivement. Et il y a d'autres comme ça. Ou les friches industrielles, etc. Qu'est-ce qu'on va faire ici de celles de la SNPE? Bien par sûr. exemple, etc. Bien sûr, oui. Non, mais le problème, si tu veux, c'est que on n'échappe pas à des choix un peu radicaux, si tu veux. Oui, parce que tu dis aussi, quel que soit le projet, on ne fera rien qui n'ait aucun impact ou qui voilà. Alors seulement, il y a quand même effectivement quelquefois des projets qui ont du sens. Je veux dire, qui a un sens politique, moral, tout ce que tu veux. Et pour ça que moi, je ne suis pas dans l'intégrisme écolo. Ma position, je l'ai développée dans mon bouquin de 2009. C'est à la place de développement durable, c'est celui d'équilibre durable. D'accord. D'équilibre durable. Un équilibre, c'est jamais fixe. D'accord. C'est toujours problématique à remettre en place, etc. Donc c'est un équilibre entre les préoccupations écologiques, économiques et sociales. Est-ce qu'on pourrait dire que ça revient à améliorer, enfin systématiquement, à améliorer l'existence? C'est-à-dire, tu viens de citer la SNPE. Entièrement d'accord. Oui, entièrement d'accord. L'exemple type de la trahison d'une opposition écolo, c'est celle de notre chère Cécile Duflot, qui continue la politique des gouvernements précédents concernant le logement, c'est-à-dire construction de logements neufs. D'accord. Mais le nombre de logements existants qui sont laissés à l'abandon, qu'il faudrait moderniser, je veux dire, réhabiliter, etc., c'est un chantier énorme. Il y en a combien à Bergerac? Comme ça. Donc ce chiffre avec lequel on nous assomme souvent, il faut 500 000 nouveaux logements par an. Voilà, mais c'est un dogme. Ça ne se discute pas. Voilà, ça. Il y a des idées reçues comme ça. Il faut que les gens habitent quelque part. Mais pourquoi, en fait, l'avenir, c'est ça. Un avenir pour des choses qui ont du sens à l'échelle humaine, etc.
eh bien, c'est de dire, bon, maintenant, on va arrêter de toujours vouloir investir, comme on dit, mais de considérer que la durabilité, c'est aussi moderniser, réhabiliter, etc., etc. Tu donnes l'exemple des éoliennes, dont tu dis qu'elles ont fait l'objet d'un traitement industriel, alors écolo-industriel, vert, etc., bien sûr. mais alors qu'on pourrait mieux faire, je crois. Ah ben oui, non, mais de toute manière, ça c'est le problème de la décentralisation de la production d'énergie. C'est-à-dire que les collectivités territoriales, les ménages, etc., devraient réfléchir sur, justement, il devrait y avoir une réflexion menée sur la décentralisation de la production et de la consommation d'énergie. C'est-à-dire que... Tu dis on n'a pas besoin de ces gigantesques éoliennes. C'est pas que c'est là où on retrouve le militant dont je parlais tout à l'heure. Tu n'es pas contre l'éolienne. Tu dis simplement elles sont beaucoup trop hautes et mal placées. 150 mètres, mais ça a un impact paysager. Et ici en Périgord, c'est pas des lignes à haute tension. C'est 150 mètres, tu dis. Oui. Parce que pour aller chercher le vent, davantage de vent, il faut monter très haut. D'accord. Et alors le paradoxe, c'est que tous ces systèmes, que ce soit le photovoltaïque ou les éoliennes, eh bien, c'est destiné à alimenter le réseau national. Bien sûr. Le réseau, c'est-à-dire que... ne profite pas du tout au local. Non, c'est-à-dire que quand il y a des tempêtes, que tout le réseau est coupé dans certains coins, mais ces équipements pourraient servir à assurer une certaine autonomie énergétique. Locale. Voilà. Eh ben, zéro. Il n'y a pas de réflexion là-dessus. D'accord. Je trouve ça tout à fait regrettable. Parce que tout est systématiquement envoyé dans le réseau national. Voilà, exactement. Et pour ceux pour les opérateurs, les maîtres d'ouvrage de ce genre de projet. C'est une question de maillage de territoire. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas alimenter le local avec la production qui s'y trouve, enfin, Non, mais c'est une histoire de réflexion. Il n'y a pas de réflexion politique, au bon sens du terme. Mais bien sûr, c'est parfaitement possible. Moi, j'ai le cas d'une amie dans les Landes girondines qui a acheté une maison qui n'était pas reliée au réseau. D'accord. Et seulement comme son copain est très bricoleur, eh bien, ils sont alimentés au photovoltaïque autonome. D'accord. Alors évidemment, ça veut dire qu'il y a des batteries, etc., dans un coin, mais il peut y avoir un système combiné avec le réseau national. Mais c'est une affaire de maillage, quoi. Il faudrait que le maillage soit plus serré. C'est-à-dire que le réseau national pourrait se reconnecter automatiquement si, eh bien, tout simplement, les batteries s'épuisent ou un truc comme ça. Ça ferait déjà 100 en moins dans la consommation, dans l'autoconsommation. Ça me fait penser tout le monde réclame d'être connecté, évidemment, aujourd'hui. Donc, je pense qu'on fait des efforts pour ce maillage. Mais l'électricité, qui est le premier exemple de maillage nécessaire, est moins satisfaisant, finalement, que la connectivité pour Internet. Oui, mais c'est pas sans relation, parce que les grands data centers sont des monstres de consommation d'énergie électrique. Il y a une croissance, parce que non seulement les ordinateurs fonctionnent avec l'électricité, mais en plus, il faut un système de clim pour les refroidir. C'est ça. Alors, Alors donc les éoliennes, tu disais plus petites, plus dispersées, et surtout aussi dans certains lieux plutôt que d'autres. Enfin, tu pensais à la mer ou c'est-à-dire qu'il est évident que les éoliennes, c'est pas très adapté ici. Il faut dire, c'est pour ça que c'est vrai que le photovoltaïque est beaucoup plus adapté. Mais quand on pense qu'en Dordogne, sur toutes les grandes surfaces artificialisées, les zones d'activité, il n'y en a pas un seul. C'est incroyable. Alors ils vont aller installer ça. On pourrait mettre des panneaux sur les supermarchés. Voilà, supermarchés, etc. Il n'y a qu'à voir à la Cavaille, il pourrait y avoir une grosse production d'électricité, quoi. C'est une histoire de volonté politique et d'idées. Surtout, il faut avoir l'idée. Alors que là, c'est des projets. C'est pas une affaire de coût aussi, tu es sûr? Ah oui, non, je pense qu'il y a un aspect économique, certainement. Tandis que installer ça
ces installations qui font parfois une dizaine d'hectares de superficie, sur des zones naturelles. Eh bien, il y a des propriétaires qui ne savent pas quoi faire de leur espace naturel, de leur terre. Eh bien, ils passent un contrat avec une entreprise d'installation. Voilà, et donc c'est un côté spéculatif. Hein, c'est ça, c'est ça. L'argent rentre en dormant. Là, c'est très clair. Et il n'y a pas de... Enfin, là, on n'a pas mesuré l'autre impact. Alors nous, on mesure notre impact sur la nature, mais on n'a pas mesuré l'autre impact de la nature sur l'homme dans ces cas-là, c'est-à-dire, je sais pas, les risques qu'on peut difficilement prévoir peut-être, mais ça se mesure, ça. Qu'est-ce que ça donne? Parce qu'on n'a pas d'expérience de dizaines d'hectares photovoltaïsés. Non. Comment ça va vieillir? Voilà, c'est ça. Non, il n'y a pas de retour d'expérience. Voilà, c'est ça. Là-dessus, ça c'est sûr. Aussi. Raison de plus pour se méfier. Oui, mais bien sûr, mais il y a des choses, des risques majeurs qui proviennent d'installations où on a quand même un retour d'expérience important. Bon, je ne veux pas citer le nucléaire, mais ça n'empêche que... et ça continue quand même. Est-ce que... dernier truc d'avocat du diable, qu'est-ce que tu réponds à l'argument selon lequel les écologistes sacralisent la nature? Finalement, sont des fétichistes de la nature. Moi, je peux dire que j'ai un amour de la nature, mais je peux pas dire, pour moi, c'est indispensable. Pour des tas d'hommes, c'est indispensable. Même des gens qui n'en sont pas conscients, tu vois. Mais je ne sacralise pas la nature, non. Les populations, enfin, je veux dire, les ethnies... Mais pourquoi pas, hein, oui, pourquoi pas. Non, mais il y a ce courant dans le mouvement écologique. Mais le mouvement écologique, c'est tellement divers. C'est tellement hétéroclite que... Parce que quand même, tu préconises un certain conservatisme, c'est-à-dire, écoutez, améliorons l'existant plutôt que d'aller chercher dans le champ d'à côté. Parce que moi, j'ai même une thèse. Je pense que l'idéologie de la croissance, qui est celle de la fuite en avant, du toujours plus dans tous les domaines, c'est une forme, ce que moi j'appelle le néoconservatisme. C'est la forme du conservatisme dans notre société. L'ordre social repose sur des logiques de croissance comme ça. Et donc... Après moi, le déluge. Oui. Et donc, moi, je prétends que je ne suis pas conservateur de ce point de vue-là. Bien sûr, d'accord. Au contraire, voilà. Alors, en Dordogne, donc, on disait qu'il y a quelques petits trucs et dont l'association dans laquelle tu milites, la CEPANSO, a déjà obtenu, je crois, une petite victoire. Oui. On a gagné à Grèze. C'est ça. Où ils voulaient installer sur le haut du coteau, le maire, je veux dire, voulait installer, donc était d'accord avec une entreprise, Von Kroos ou un truc comme ça, pour installer donc une centrale solaire, mais compte tenu, alors avec un impact paysager énorme évidemment, ça a défiguré complètement le site, mais en plus avec un impact écologique, car à aucun moment on a pensé à une friche industrielle qui aurait pu être... Non, c'est ça. À aucun moment. Non, c'est toujours, en fait, ce sont des entreprises d'installateurs qui démarchent des élus locaux pour ce genre de projet. Et qui les rendent forcément intéressants pour des petites mairies. Oui. Et puis, il y a quand même... Il y a un retard culturel manifeste par rapport aux questions posées par la crise écologique chez les élus du milieu rural. Bien sûr. C'est-à-dire que pour eux, c'est le progrès. Donc, une fois qu'on a sorti ça, c'est le progrès. Donc là, je veux dire, on est dans la croyance. Alors, comment vous avez fait pour obtenir cette aide? C'est-à-dire qu'en fait, on a un réseau de militants qui sont des naturalistes, parmi eux il y a des naturalistes, qui sont allés faire des relevés d'inventaire de toutes les espèces protégées qu'il pouvait y avoir sur le site.
Et donc, ce qui fait partie de la procédure légale. Voilà. Et donc, on a démontré que l'étude d'impact était totalement... insuffisante. Oui, totalement insuffisante. Et donc, le juge a annulé, parce qu'effectivement, il ne pouvait pas accepter ce genre de... À quel moment de l'histoire vous vous êtes placé? C'est-à-dire, il y avait déjà un chantier? Mais ça fonctionne comme ça, là, c'est pas ça, c'est-à-dire que on est démarché par des gens locaux qui ne sont pas d'accord avec les projets de la mairie et qui se constituent en association locale. D'accord. Pour l'instant, rien n'avait commencé. Non, rien n'avait commencé. Et donc, on a plusieurs dossiers comme ça. À Saint-Jean-d'Estissac, il y a un projet photovoltaïque aussi, et il y a une opposition. Voilà. D'accord. Et donc ces choses sont en cours pour l'instant, il n'y a pas de décision prise. Non. Alors le préfet a demandé à nous rencontrer très prochainement, là, la semaine prochaine, sur ce dossier. Très bien. Sur ces dossiers. Parce que l'État fait son boulot. On a d'autres recours contre des projets photovoltaïques le long de l'autoroute A65 en particulier. Parce qu'il y a la dimension d'atteinte aux terres agricoles. C'est ça. De consommation des terres agricoles. Est-ce que vous avez une capacité de proposition, de contre-proposition? C'est-à-dire, est-ce que dans tel cas, par exemple, vous pouvez dire, écoutez, c'est pas mal votre truc, mais il faut le faire là plutôt qu'ici? On n'est pas précis à ce... Ah bon? On ne peut pas se permettre... de dire il faut le faire là. Vous remplacez pas les experts. Non, on tombe pas là. On fait de la contre-expertise, mais pour expliquer que le projet n'est pas souhaitable. Et je veux dire, c'est tout, quoi. Mais vous n'allez pas jusqu'à proposer. Qu'il y a d'autres solutions globales. Qu'il y a d'autres solutions globales. Donner les principes. Mais oui, c'est-à-dire qu'en fait, on fait de la politique. C'est ça. C'est clair. Oui, bien sûr. Mais pas de la politique électorale. À propos de choses locales, là, Canal Pop, c'est intéressant. Ça fait un petit reportage à la Monzie, Montastruc, pour une carrière. Oui. Bon, là, il y a une association qui s'est créée. Tu étais venu. Voilà. On avait fait un petit reportage. Et alors, naturellement, le commissaire enquêteur a donné un avis favorable. Ah bon? C'est toujours comme ça. Malgré... Il donne des avis favorables, quelle que soit la mobilisation de la population. Ah ouais, j'allais dire, malgré la mobilisation qui était assez importante. Oui, mais là, on voit que tu n'es pas bien informé sur ce qui se passe. Parce qu'alors là, on s'y attend. C'est-à-dire après l'enquête d'utilité publique ou comment? C'est lui qui rédige un rapport pour le préfet. Il rédige un rapport sur... l'enquête, sur l'objet de l'enquête, sur la manière dont ça s'est déroulé, etc., etc. Après l'enquête, donc. Après l'enquête, bien sûr. Et donc, à son avis, l'enquête d'utilité publique aurait conclu à favoriser... Son avis, suite à l'analyse du dossier, il donne un avis favorable. D'accord. Mais parfois avec réserve. Et alors là, avec réserve. Oui, il y a toujours quelques petites réserves. Il y a des réserves. Parce qu'il y a quand même un peu de mauvaise conscience, quand même. Mais puis j'espère que la mobilisation des gens y est pour quelque chose dans ces réserves. Bien sûr. Bien sûr. Là où il n'y a aucune mobilisation, tout passe comme une lettre à la poste. D'accord. Et donc là, on en est où alors de ce truc? On attend l'autorisation préfectorale qui sera attaquée immanquablement devant le tribunal administratif. Il y a encore un recours possible? Oui. Il y a l'utilisation du juge administratif, du tribunal administratif. D'accord. Et au-delà, on peut encore ou pas? Si on perd en première instance... On peut faire appel. On peut faire appel, etc. Cassation. À moins que, comme à Montfaucon, je veux dire, on a perdu. Là... c'est assez scandaleux, mais je veux dire, en plus, c'est une installation Céveso seuil haut. Oui, je me souviens aussi, on en avait parlé, mais on n'est pas allé très loin dans l'investigation. 98 tonnes de feux d'artifice. Oui, c'est ça. En pleine zone boisée, quand même. Et quand on a déposé notre recours, tout le projet était terminé. Sur le terrain. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, c'est toujours très en aval. Du fait accompli. Du fait accompli, voilà, c'est ça. En Dordogne, il y a encore d'autres choses dont la CEPONSO s'occupe Alors, il y a... ça a trait
à la chambre d'agriculture, à la politique de la chambre d'agriculture, qui a tendance à toujours favoriser les projets agro-industriels au détriment, je veux dire, des productions de qualité à taille humaine, etc. Et donc là, on a quelques élevages industriels. Il y en a un à Boisse, là à côté d'Issy Jacques. Là aussi, on va être obligé d'attaquer le permis de construire. Et toujours, les maires cèdent. Voilà, c'est toujours le même scénario chaque fois. D'accord. Bon, alors on a fait le tour un peu des choses locales. Oui, oui. Qu'est-ce que... Je ne sais pas s'il y a des gens qui nous regardent et qui disent bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire comme toi, tu me diras, c'est-à-dire militer à la Cépenceau. Bah oui, en fait, on est une poignée. Moi, j'ai toujours fait ça dans ma vie à côté de mon métier. Mais comme mon métier, j'étais quand même spécialiste de droit de l'environnement. C'était tout à fait proche. C'était parfaitement opportun. Oui, oui. Et pour moi, je le dis très clairement, ça donne un sens à ma vie. D'accord. Voilà. Mais est-ce que parmi les manques auxquels je faisais allusion tout à l'heure, moi je pensais à cette fichue mobilisation, mais c'est un grand mot, mobilisation, mais est-ce que ces nouveaux règlements, après l'impact, le risque, la précaution, est-ce qu'ils font état du débat public, enfin nécessaire, et de là, parce que ce que tu dis à propos du commissaire qui signe toujours non, mais bon, c'est un peu désespérant. Est-ce que le débat public fait pas partie de ces conditions sine qua non de tout projet? De toute manière, c'est inscrit dans une commission. La déclaration des droits de l'environnement dans la Constitution. On en est où en France là-dessus? Le principe d'information et de participation du public. C'est ça. Oui, mais tout dépend de la pratique. D'accord. Tout dépend de la pratique, parce que l'enquête publique en fait partie, mais c'est pas du tout satisfaisant. Et quand il y a effectivement une réunion publique contradictoire, etc. Bon, alors quelquefois ça se passe bien, comme ça s'est passé à la Monzie, oui. À la Monzie, mais je m'occupe aussi du dossier, je continue à m'en occuper, du dossier du contournement de Bourdeil, le contournement routier de Bourdeil. Il y a eu une réunion publique organisée par Cazot. Mais là... Vous êtes fait massacrer? Nous, on n'était pas là, parce que sans ça, je lui aurais cité Montaigne. Aussi haut qu'un roi sur son trône est assis, il est toujours assis sur son cul. Oui, les derniers mots des essais. Voilà. Oui, mais bon, ce débat public, au fond, il n'a de sens que si ce sont les autorités civiles qui prennent sur elles de l'organiser c'est-à-dire que dans le code de l'environnement, pour les enquêtes publiques, c'est une possibilité. Le commissaire enquêteur peut organiser une réunion publique. C'est ce qu'il a fait à la Monzie. Mais les autorités ont toute liberté pour organiser ça. Mais souvent, elles organisent sous la pression. Oui. Et c'est souvent un masque de plus, quoi. Voilà. Alors, surtout quand le débat public a lieu sur des projets déjà approuvés. Bien sûr. Alors c'est toujours la balle. Le débat public sur l'EPR nucléaire, etc., c'est ça. Ou sur les grands projets d'infrastructure auxquels moi j'ai participé à des débats publics. En même temps, c'était assez réjouissant parce qu'il y avait des grands élus qui étaient obligés d'écouter ce que disait le public. Oui, il y a quand même eu quelques réussites, discrètes. Mais il y a des progrès, il y a déjà des progrès de ce point de vue-là, que des grands élus qui s'estiment intouchables et qui n'aiment pas la démocratie, en fait, il faut bien le dire, eh bien, ils sont obligés de se livrer à un exercice un peu obligatoire. Bon, merci. On donnera le site de Reporter, là, qui a l'air pas mal du tout. Un dernier mot peut-être, mais sur le Grenelle, le fameux
Grenelle de l'environnement, tu es plutôt pessimiste sur son Non, mais devenir. le Grenelle de l'environnement, c'était 2007, c'est Sarkozy, par opportunisme, qui a oui, mais bon, organisé ça, pareil, mais il était ambitieux. Voilà, il était ambitieux, mais c'était avant la crise de 2008. D'accord. C'était un an avant 2008. Je pense que la crise a favorisé l'enterrement du truc. Oui, parce que là, l'écologie passe à la trappe. D'accord. Ça n'existe plus. Ce processus a déjà eu lieu en 1980. Suite au second choc pétrolier. D'accord. L'écologie a été une première fois à la mode, et puis il y a eu la crise, le retour du libéralisme. En plus, alors là, c'était terminé. Voilà, on ne veut plus. On attend seulement qu'il nous tombe quelque chose de très grave sur la gueule. Hélas. Voilà, hélas. Voilà. On peut ne pas le souhaiter, mais c'est vrai que c'est... Bon, merci Simon, et puis à la prochaine, sans doute. Oh. Morena, ¿cómo está tu cuco? Estamos en Cuculandia. Internet, c'est